Vidéo aujourd'hui au sujet de la reconnaissance de la maladie de Lyme et des maladies vectorielles à tiques, un sujet qui nous amène un peu plus loin encore que ces maladies. Avant de donner la parole à Christelle et Bertrand, juste une petite mise en garde. On rentre vraiment là dans la période plus à risque de morsure de tiques. Donc désolé, mais en plus des masques pour vos sorties, pensez bien aux pantalons, aux chapeaux et aux sprays répulsifs anti-tiques. Pour ceux qui chercheraient des informations sur la prévention et l'accompagnement naturel pour les maladies vectorielles à tiques, on propose sur notre site un dossier qui est consacré à ce sujet-là, où on répond aussi aux questions fréquentes. Donc vraiment, on vous invite à le consulter. On le mettra en lien de la vidéo. Donc Christelle, Bertrand, vous êtes vice-présidente et président de l'association Chrony-Lyme. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous donner la mission de Chrony-Lyme? Oui, bonjour, bien sûr. Vous avez bien fait de faire ce rappel sur la maladie de Lyme, parce qu'effectivement, c'est l'époque où traditionnellement les tiques commencent à être une menace pour l'ensemble des promeneurs et des personnes qui sont en extérieur. Quand on regarde de façon plus précise les chiffres, on s'aperçoit que malheureusement, c'est en Rhône-Alpes qu'il y a quasiment aujourd'hui le plus de piqûres qui sont enregistrées officiellement. On a plus de 20 000 cas qui ont été détectés en 2018 par Santé publique France. Bon, ça, c'est un chiffre important. Ce qui est encore plus important, c'est que la tendance est malheureusement très négative, puisqu'on a une multiplication par 5 du nombre de cas en 3 ans, ce qui montre bien que la maladie de Lyme et l'ensemble des maladies vectorielles à tiques sont en forte progression. Des raisons pour lesquelles on a, il y a 2 ans et demi, avec Christelle, dans l'association Chrony-Lyme, notre objectif, à entrer dans les détails, c'est de faire en sorte que cette maladie soit reconnue par l'ensemble des autorités, et notamment par les autorités de santé, qu'elle soit reconnue en termes de gravité, puisque, on le dira certainement tout à l'heure, dans un certain nombre de cas, et plus nombreux qu'on ne le pense, la maladie présente des formes extrêmement sévères, qu'il y ait aussi des solutions thérapeutiques qui soient trouvées, qu'on puisse mobiliser la recherche autour de ces maladies, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Qu'on puisse avoir des parcours de soins pour les patients qui soient parfaitement définis et qui permettent à chacun qui se pose une question d'avoir des réponses et de pouvoir être traité si nécessaire. Et de faire en sorte également que les médecins conservent ou retrouvent une liberté de prescrire que l'on peut penser qu'ils sont en voie de perdre, et on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi en lien avec l'épidémie de Covid qui présente beaucoup de similitudes avec ce que l'on peut vivre sur la maladie de Lyme. Donc voilà les raisons principales en fait de notre engagement. Notre cible, ce sont les autorités de santé, ce sont les parlementaires, ce sont les journalistes, donc des gens qui ont la capacité d'expliquer, de comprendre et d'agir. Voilà. Nous ne sommes pas une association de patients comme il en existe plusieurs en France, mais vraiment ciblés sur ces décideurs au niveau de l'État ou les journalistes. Ouais, on se rend pas forcément compte qu'une maladie pourrait ne pas être reconnue et de tout ce que ça touche en fait comme enjeu pour les malades, le fait qu'elle soit pas reconnue. Une sorte de double peine en fait, même, c'est-à-dire qu'en fait on est malade, c'est déjà une peine. On n'est pas reconnu ou on doit se justifier d'être malade parce que le professionnel de santé en face potentiellement va nous dire ah mais vous êtes sûr d'être malade, d'avoir cette maladie, peut-être c'est le diagnostic est pas le bon, etc. Et en plus il y a souvent un coût pour se soigner qui n'est pas pris en charge par les autorités de santé, par la caisse primaire, et qui rajoute en fait une complexité à ce tableau déjà particulièrement difficile. La question de la reconnaissance de la maladie, c'est vraiment ce qui nous a aussi poussé dans cette cause. Également le fait que des médecins étaient poursuivis pour soigner les malades de Lyme. Donc c'est aussi une des grandes activités qu'on a à Chrony-Lyme, c'est de soutenir, d'accompagner les médecins dans les démarches qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des conseils de l'ordre notamment qui peuvent les poursuivre. La reconnaissance de la maladie, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est vraiment, comme le disait Bertrand, la double peine. Et c'est, à mon sens, c'est
plus grande souffrance qu'on puisse avoir. Et d'ailleurs, c'est une parole d'un écrivain italien qui disait la plus grande souffrance qu'on puisse faire à l'homme, c'est de nier sa souffrance. Et ça, c'est très difficile parce que être malade, avoir des douleurs, avoir un handicap, que ça impacte aussi sa vie sociale, sa vie professionnelle, mais qu'en plus on puisse mettre en doute au quotidien la souffrance de la personne, ça, c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on avance, parce que ça empêche aussi les patients de guérir. Donc c'est vrai qu'il y a pas que la maladie de Lyme, hein. Il y a plusieurs formes de pathologies ou de douleurs chroniques qui ne sont pas reconnues en fait. Il y a les migraines, parce que on a beau être migraineux, on a beau savoir des choses, on ne sait pas vraiment les guérir, on ne sait pas vraiment les accompagner, et ça reste compliqué pour les patients au quotidien. On a l'endométriose, on avance, mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas les causes. On avance sur la reconnaissance, mais ça reste extrêmement difficile. On a la fibromyalgie, ça fait plus longtemps qu'on la connaît. Il y a 20 ans, on était sur quelque chose de très psycho, c'est dans la tête, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on a un petit peu avancé, mais pas tellement, parce qu'on sait toujours pas ce dont il s'agit. Puis peut-être que parfois, c'est aussi des infections bactériennes, ou parasitaires, ou virales. Et puis, on a aussi tout simplement les douleurs, c'est-à-dire des gens qui vont présenter un tableau de douleurs cliniques inexpliquées. Et c'est vrai que le fait, quand c'est invisible, eh ben, la souffrance est énorme, parce que, donc c'est pour ça qu'on parle de reconnaissance de la maladie. Petit 1, il faut que la souffrance soit écoutée, qu'elle soit traitée si on le peut, qu'il y ait une reconnaissance aussi financière, notamment en affection longue durée, parce que dans la maladie de Lyme aujourd'hui, ça reste un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'une affection longue durée, déjà, il y a un impact financier. Ça va permettre aux patients d'avoir un certain nombre de soins qui vont être pris en charge. C'est aussi une forme de reconnaissance, y compris morale, parce que ça veut dire que c'est écrit sur un papier, ça veut dire qu'on va les accompagner. Et puis surtout, ce qu'on défend aussi auprès des autorités, c'est un parcours de soins. Et un parcours de soins où il n'y ait pas de rupture. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il est très difficile de rencontrer un professionnel de santé qui puisse être aidant pour le patient, qui connaisse bien la maladie de Lyme et les MVT. Et ensuite, donc déjà c'est difficile d'avoir accès, et ensuite c'est carrément aujourd'hui difficile d'avoir un parcours de soins global. C'est-à-dire on va prendre la personne en charge, on va lui apporter des solutions, et où il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas entre deux rendez-vous à pas savoir ce qu'on fait, à pas savoir à qui demander quand on a une aggravation, ainsi de suite. Et puis une prise en charge qui se fasse sur tous les plans. Que ça soit kiné, que ça soit la prise en charge de la douleur, et puis évidemment d'aller chercher la cause de la maladie. Ouais, il y a une vraie réflexion sur la prise en charge là en matière de santé, sur ces pathologies qui sont méconnues aujourd'hui, et sur lesquelles on doit pouvoir avancer en tout cas. C'est vrai que toutes ces actions qui sont menées autour des maladies vectorielles à tiques déclenchent aujourd'hui une polémique qui n'a pas vraiment de précédent par rapport à d'autres pathologies. Alors aujourd'hui, on voit avec le Covid quand même qu'il y a d'autres problématiques et dysfonctionnements de santé qui sont un peu mis en avant. Mais est-ce que vous avez une explication à ça ? Alors, on ne va pas avoir d'explication globale. Ce qui est certain, c'est que, si on pourrait résumer les choses ainsi, il y a deux maladies de Lyme. Il y a la maladie de Lyme bénigne, qui va être soignée par 3 semaines d'antibiotiques, et on n'en parlera plus jamais, la personne sera définitivement guérie. Ça, 85% des gens en moyenne, ça c'est réglé, on ne parle pas, tout le monde est d'accord. Ce sur quoi porte la polémique, c'est sur les personnes donc à peu près 15% des personnes qui sont concernées, qui vont conserver les symptômes après ce traitement antibiotique. Et c'est là que la discorde médicale est maximale. Un clan qu'on va considérer comme étant le clan des scientifiques, des conservateurs, va dire « Ah ben non, mais de toute façon, on a prescrit 3 semaines d'antibiotiques, donc par définition, tel que la science nous l'explique, vous ne pouvez plus avoir de maladie de Lyme. Donc c'est psychologique, donc c'est rhumatismal, donc ce sont des séquelles qui vont finir par disparaître, etc. » Et puis il y a des médecins qu'on pourrait qualifier de médecins de terrain, qui, eux, vont dire non, mais pas du tout, il y a des symptômes qui persistent, il faut les traiter. La bactérie, elle persiste, ça ne se décrète pas qu'elle disparaît, elle persiste, etc. Donc il y a ce schisme médical, ce schisme scientifique. Et donc nous, on s'intéresse particulièrement à ces 15% de gens qui se retrouvent finalement dans une sorte d'errance,
qui se retrouvent non reconnus, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Et à la limite, peu importe le nom qu'on va mettre à cette maladie, ce qui nous importe, c'est que leurs symptômes soient traités, qu'il y ait des solutions qui soient apportées, des parcours de soins qui soient disponibles, etc. Voilà. Alors pourquoi cette polémique c'est difficile à dire. On a trop peu de recherches sur ces maladies, ça c'est certain. Donc évidemment, l'absence de recherche fait que toutes les théories peuvent se propager. On a des problématiques d'ego probablement d'une certaine caste scientifique qui considère que ça ne se peut pas. On doit guérir d'une maladie de Lyme, c'est un postulat qui a été posé il y a quelques dizaines d'années, on ne va pas en déroger. On pourrait imaginer que aussi ça peut arranger certains intérêts financiers, que la situation reste telle qu'elle est, que des patients demeurent dans une sorte d'errance thérapeutique, que des faux diagnostics continuent à être donnés à droite ou à gauche sur d'autres maladies, parce que ces autres maladies sont des maladies qui eux ont des traitements qui sont souvent assez coûteux et que voilà, peut-être c'est bien de rester comme ça. Et puis voilà, donc on pensait vivre une situation unique. Et puis le Covid est arrivé. Et ce qui nous a le plus frappé sur le Covid, et on y travaille beaucoup en ce moment, c'est que finalement on va retrouver exactement les mêmes postures, avec d'un côté des sociétés savantes, alors ce sont des conseils scientifiques, enfin en tout cas des gens qui vont nous expliquer que peu importe ce qui se passe sur le terrain, il faut dérouler des méthodologies extrêmement éprouvées de recherche, avec des doubles aveugles, placebo, etc., randomisés. C'est très intéressant. On voit d'ailleurs que ces études ne vont probablement pas arriver au bout, puisqu'elles ont été lancées trop tard, que les patients ne sont pas recrutés au rythme qu'il faudrait, et que donc du coup on ne saura jamais quel est le meilleur médicament. Ça c'est une parenthèse. Et donc on retrouve ce schisme entre des scientifiques méthodologistes et de l'autre des médecins de terrain. Et on voit bien à la télévision tous les jours l'affrontement entre ces deux corporations. Et bien voilà, c'est ce qu'on vit depuis des dizaines d'années sur le Lyme. Simplement là aujourd'hui c'est devant les plateaux télé. Mais c'est exactement la même chose, avec une maladie finalement qu'on comprend pas bien non plus, parce que le Covid, alors c'est normal, c'est récent, mais on ne le comprend pas bien. On sent qu'il y a un virus, mais peut-être que le virus, il rentre dans une bactérie ou dans une cellule et il provoque des phénomènes en chaîne. Bon, bref, personne aujourd'hui sait dire exactement ce que c'est que ce Covid. Bah, c'est pareil sur la maladie de Lyme chronique. On a les mêmes acteurs d'ailleurs, hein. C'est exactement les mêmes acteurs qu'on a aujourd'hui à la télé, qu'on a d'habitude sur le Lyme, puisqu'on parle d'infectiologie. Donc c'est ça aussi qui nous a interpellés dès le début de la crise du Covid. Donc pour conclure, ce que l'on espère, c'est que grâce à cette crise du Covid, cette crise sanitaire du Covid, on va évidemment trouver rapidement des solutions à cette pandémie, mais on va aussi, dans la foulée, de nouvelles solutions et une nouvelle considération au contexte de la maladie de Lyme. Parce que finalement, tout ça, c'est, pour résumer les choses, ça se résume entre une agression, qu'elle soit virale ou bactérienne, un système immunitaire en face, qui est ce qu'il est, qui a son histoire, et il faut arriver à booster le système immunitaire et baisser la charge virale ou bactérienne. Donc pas de différence fondamentale finalement entre une maladie de Lyme et un Covid, si on réfléchit au fond des choses. Donc voilà, c'est un peu Covid et maladie de Lyme, même combat finalement. Oui, et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus en fait, où on risque malheureusement d'être amené à de plus en plus de questionnements de ce type-là sur différentes pathologies où c'est le terrain, le système immunitaire qui sont à prendre en charge en priorité si on veut limiter l'impact sur les personnes qui sont contaminées. Christelle, quand on préparait l'interview, tu m'as évoqué une notion qui est celle de la médecine intégrative et qui te semble simplement évidente et nécessaire pour une prise en charge qui soit complète. Est-ce que tu peux redonner quelques mots à ce sujet ? Alors, le terme de médecine intégrative, il y a d'autres termes, hein, mais il est employé notamment par un certain nombre de médecins qui ont pris à bras le corps la maladie de Lyme. On les appelle les Lyme docteurs, on les appelle comme on veut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en
en fait, ils ont mêlé leurs connaissances médicales, donc de la médecine moderne classique, si j'ose dire, où on va donner des antibiotiques, parce que c'est vrai que c'est une façon de traiter la maladie de Lyme. Et puis, ces médecins se sont ouverts, ou étaient déjà ouverts, c'est pour ça que d'ailleurs le sujet les a intéressés, aux médecines non conventionnelles, et donc à des approches avec les plantes, avec des compléments alimentaires. Ce sont des médecins qui effectivement ont travaillé sur une prise en charge globale des patients. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, dans le métier de la naturopathie finalement, parce que ce sont des médecins qui se sont vraiment ouverts à tous ces outils. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les antibiotiques peuvent être très intéressants, par exemple en phase aiguë, ça c'est évident, et d'ailleurs il n'y a pas de polémique. Après, en phase tardive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont diagnostiqués en phase tardive, c'est un peu plus compliqué. Les effets des antibiotiques sont, d'ailleurs même les médecins dans le clan du déni de l'autre côté le disent, ils ont un effet qui est beaucoup moins important, mais ils ont leur rôle, notamment pour éviter une dégradation plus importante des situations. Ils ont un rôle dans les situations d'urgence. Et ensuite, la question, c'est que les patients peuvent avoir aussi le choix. C'est-à-dire qu'un patient peut avoir envie de ne pas être soigné par antibiotiques, parce qu'il y a quand même aussi des conséquences sur la flore intestinale, et des conséquences sur le foie, parce que c'est des médicaments qu'il faut traiter, détoxer. Enfin, le foie a beaucoup de travail quand on prend des antibiotiques pendant des longues durées. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut passer aussi du côté des médecines non conventionnelles. Donc aussi parce qu'on a commencé, et puis parce qu'au bout d'un moment, on peut pas continuer sur la voie des antibiotiques. Mais ce que nous ont montré d'un très intéressant tous ces doc Lyme, tous ces médecins spécialisés dans la maladie de Lyme, c'est qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est de faire les deux pour les cas graves, ou de faire une approche uniquement d'ailleurs non conventionnelle. Il y a plein d'écoles et à mon avis, il n'y a pas de gens qui ont raison plutôt que d'autres. Ça dépend aussi de la personne. Mais ils ont donc proposé en fait de soigner les patients en intégrant en fait les deux possibilités, et notamment en réduisant les effets secondaires aussi des antibiotiques. Et puis, on voit aussi des patients qui s'améliorent énormément avec la partie non conventionnelle, c'est-à-dire avec les plantes, les compléments alimentaires, ainsi de suite. Puisqu'on est quand même très carencé dans cette maladie, puisque tout le corps est sollicité, tous les organes, le système immunitaire. Et donc, c'est vrai qu'on va consommer énormément de vitamines, d'oligo-éléments, parce que les réactions chimiques ont du mal à se faire. Donc, du coup, on va être très carencé. Donc, il est complètement logique de toute façon, de ne pas rester que dans la médecine allopathique qui va proposer des traitements médicamenteux. Ça peut pas fonctionner au long terme pour obtenir des rémissions chez les patients. Et puis, ce qu'il faut, c'est pas priver un patient d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Donc en plus, comme il y a très peu de Lyme docteurs en France, c'est complètement logique que les patients se retournent vers les naturopathes, que ceux-ci se forment à ces pathologies-là et à rétablir le terrain de ces personnes. Et puis, d'être dans l'accompagnement global. Et ce qui serait vraiment intéressant dans l'avenir, c'est qu'on puisse être accompagné par les deux, que les deux puissent se parler, les médecins, les naturopathes, qu'il y ait une pertinence quand on prend des médicaments, parce que souvent, quand on est gravement atteint, on va quand même prendre des médicaments, mais qu'il y ait une pertinence entre les plantes qu'on va prendre à côté, les médicaments, que on n'est pas, comme on a souvent aujourd'hui, des spécialistes qui nous disent si vous prenez des plantes, non mais il n'y a pas de souci, ça fera rien du tout, vous pouvez prendre vos plantes à côté. Sauf que tu sais comme nous que c'est pas si simple, et que les plantes, elles ont aussi des effets. Donc voilà, il faut que pour que les patients soient mieux accompagnés, à notre sens, il faut vraiment cette médecine intégrative. Ouais, je pense aussi que c'est très important, et on voit dès qu'on a la possibilité d'avoir un travail collaboratif comme ça, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Et c'est aussi une conception un peu différente de la médecine allopathique traditionnelle, c'est-à-dire que, comme tu disais, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de recette miracle où on sait que ça va marcher sur tout le monde. C'est une adaptation cas par cas. Parfois il faut allier les deux, parfois moins, et même en naturopathie on n'a pas la recette
la recette miracle qui marche tout le temps. Il faut quand même beaucoup observer ce qui se passe pour pouvoir ajuster au plus proche des changements de la personne, quoi. C'est pour ça qu'il faut un suivi très régulier des patients, et c'est vrai que les médecins aujourd'hui, de par le fait qu'ils sont pas assez nombreux, ont vraiment du mal à assurer ça, hein. Ouais. Parfois, il faut avoir le patient au téléphone toutes les semaines pour pouvoir suivre effectivement les effets des traitements, et ça, c'est important. Ok. Pour terminer, une toute dernière question pour les personnes qui seraient malades. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, vers qui elles peuvent se tourner dans un premier temps? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Alors, on a une problématique que j'ai pas évoquée tout à l'heure, qui est difficile à vivre, c'est la non-fiabilité des tests, ou en tout cas l'imperfectibilité des tests de dépistage actuels. On va pas développer cette question, mais voilà, on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'être certain par un test en laboratoire d'avoir cette maladie de Lyme, et encore moins d'avoir une co-infection, c'est-à-dire une autre maladie vectorielle attique. Donc le diagnostic est surtout clinique, et la Haute Autorité de Santé a bien précisé que le diagnostic était avant tout clinique. Qui dit diagnostic clinique dit forcément spécialiste de cette maladie. Donc Lyme docteur, typiquement, comme d'aucuns les appellent. Le conseil qu'on peut donner, c'est de se rapprocher d'une des 3 grandes associations de patients qui existent en France, soit Lyme sans frontières, soit Le Droit de Guérir, soit France Lyme. Ces 3 associations ont un site internet, évidemment, et avec la possibilité de contacter les membres de l'association pour obtenir des coordonnées de médecins proches de son domicile. Voilà, c'est la meilleure façon de procéder actuellement. Pour y voir plus clair et valider ou invalider ce diagnostic supposé de maladie de Lyme, puisqu'on voit de tout. On voit des gens qui pensent avoir Lyme et qui en fait n'ont pas du tout la maladie de Lyme. Et à l'inverse, on voit des gens à qui on dit non, vous n'avez pas de maladie de Lyme. Et quand on creuse la question, si. Et un traitement des preuves aux antibiotiques va d'ailleurs montrer que oui, effectivement, il y a bien une attaque bactérienne significative. Donc voilà, il faut vraiment faire appel à des spécialistes, et donc en passant par ces 3 grandes associations de patients. Après, il y a aussi les naturopathes, hein. Il y en a de plus en plus qui sont formés, qui connaissent bien aussi cette pathologie. Donc, il faut se renseigner. Les associations de patients, d'ailleurs, ont aussi des références de naturopathes. Il y en a qui échangent entre eux. Enfin, il y a des choses très intéressantes qui commencent à se construire. Ok. Et voilà aussi. Ouais. Donc, le masque, à partir du 11 mai, le masque, le répulsif, pour éloigner les tiques. Voilà, commençons déjà comme ça pour cette période qui s'annonce. Ouais. Et merci beaucoup à tous les deux pour ce panorama de la mission de Chrony Lyme et des enjeux en fait autour de tout ça. Merci. Merci Laurine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.